Et on vit dans un monde où on aimerait bien que tout soit compatible, surtout tout ce qui est bien, tout ce qui est moral, tout ce qui part d'un bon sentiment. Il n'y a aucune raison, ça nous choque intellectuellement, que ça ne soit pas compatible. Or, il faut faire ce constat de réalité, qui intellectuellement d'ailleurs n'est pas très compliqué à faire, que tout n'est pas compatible et que dans tout le bien, il faut choisir quelque chose. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit vraiment être porté au niveau des ONG, parce que sinon, effectivement, on est dans une espèce de course en avant. Tant pis pour l'action humanitaire d'urgence, mais vive la lutte contre l'impunité, et un peu au secours, quoi. Merci Françoise. Une réaction de Madame au fond de la salle. Oui, bonjour, Françoise Ostalier. Action droits de l'homme, Mère pour la paix. Et en même temps députée, qui a passé d'ailleurs presque 2 heures ce matin ici à remettre un rapport sur l'Afghanistan. Non, j'apprécie beaucoup le débat, parce que je pense qu'effectivement, d'abord c'est une question, je pense qu'on résoudra jamais, mais qui mérite quand même de s'y attacher. Et moi j'ai peut-être été extrêmement naïve, parce que je connais pas très très bien les tenants et aboutissants des grandes ONG. Mais moi je pensais qu'il fallait faire la différence quand même entre ce que vous venez de dire, l'action humanitaire d'urgence, qui de mon point de vue doit être quelque chose de ponctuel, de rapide et extrêmement organisé, et avec le soutien de toutes les forces que l'on peut trouver, y compris les forces militaires, quand il est nécessaire. Bon, vous avez parlé du tsunami, heureusement qu'il y avait justement un certain nombre de forces militaires autour pour pouvoir permettre d'acheminer les secours, d'organiser, de reconstruire, enfin, etc. Et puis qu'il y a ensuite, ou peut-être d'abord, dans certains pays, des actions de long terme, qui seraient plutôt des actions de solidarité. Donc prévention justement des famines, prévention des conflits, enfin, etc. Et puis il y a les actions de construction ou reconstruction. Alors vous avez tous parlé mais là je suis peut-être très naïve quand je dis ça. Bon, mais ce que j'observe aussi, c'est que vous avez tous parlé de votre indépendance. Certes, c'est bien l'indépendance, mais par exemple on le voit, et Alain Boinet pourra en témoigner encore mieux que moi, que le problème de l'indépendance crée parfois aussi du saupoudrage, crée parfois aussi des redondances, et surtout pour les populations vis-à-vis desquelles on agit, crée parfois une sacrée confusion, parce que plus personne sait qui fait quoi, et que pour les gouvernements, quels qu'ils soient, parce que je suis désolée, mais il y a un certain nombre de gouvernements, même si on peut douter de leur légitimité, beaucoup ont quand même été élus démocratiquement, et je ne mets même pas de guillemets au mot démocratique. Bon, on les aime pas, ils existent. Et il faut faire avec, ou alors c'est carrément de l'ingérence, et dans ce cas-là, on est dans une autre dimension. Donc, quel est le niveau d'indépendance possible, surtout de très grosses ONG, parce que les toutes petites, elles font ce qu'elles veulent. Je veux dire, moi, je prends mon cas, par exemple, en Afghanistan, on fait un peu ce qu'on veut. Bon, mais les très grosses ONG qui ont des très gros projets, je pense, sont obligées de s'inscrire dans un programme utile réellement au pays. Donc, dans ce cas-là, la notion d'indépendance, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et donc, je pense que le problème, il est de savoir quelle coordination vous acceptez, on accepte, et au bénéfice de qui? Et je pense que c'est au bénéfice d'abord des populations. Puis, pour terminer, simplement, je veux dire, et c'est ce qui vous a été là, le simple fait de participer à une action sur le terrain quelque part, je suis désolée, mais à partir du moment où vous êtes quelque part, vous n'êtes plus neutre, de toute façon. Et comme vous l'avez dit, Madame Boucher, il faut prendre aussi ses responsabilités à ce niveau-là. Dans la grande barre. Oui, merci pour cette intervention. Il ne faut surtout pas confondre indépendance avec isolationnisme. Évidemment, quand vous faites des choix, quand vous prenez des décisions, c'est en connaissance de cause, c'est en connaissance du contexte, c'est avec les autres acteurs, c'est en tenant compte de ce que font les uns et les autres, ce que le gouvernement fait. L'indépendance n'est pas fermer les yeux et ne pas parler aux autres. Justement, le débat ici, l'indépendance, c'est de prendre des décisions même si c'est pas forcément populaire. Et notre âme, on doit être sûr que la décision qu'on prend est la bonne. Et c'est certainement pas contre le gouvernement. Le CICR a une pratique d'accord de siège, de chercher l'accord des gouvernements pour ce qu'il fait. Et
dans beaucoup de nos accords de siège que nous avons avec des pays, notre droit d'avoir un dialogue avec l'ennemi du gouvernement est inscrit pour que justement le gouvernement ne puisse pas nous dire non, vous êtes chez nous, vous faites avec nous pour mettre en place ce projet politique du gouvernement. Et nous disons oui, on est là pour aider vos populations, mais nous avons le droit, en toute indépendance et neutralité, de discuter aussi avec vos ennemis. Et c'est ça l'indépendance. C'est pas du tout dire on ne considère pas ce que font les autres. Au contraire, il y a des gens, je ne vais pas parler des clusters, mais on dit souvent que le CICR ne fait pas partie des clusters, mais on est un des participants les plus actifs dans les clusters, parce qu'on participe dans les discussions. Oui, juste un mot, effectivement, merci de la question, parce que ça permet de préciser, l'indépendance n'exclut évidemment absolument pas la coordination, c'est-à-dire le partage d'informations et justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire identifier à quel endroit les besoins sont les plus importants et où l'accès notamment du gouvernement va être le plus restreint, parce que c'est quand même une des lignes de partage pour moi qui sont les plus importantes. Est-ce qu'on est juste là pour aider le gouvernement à aider sa population, ce qui est très légitime, et je ne le remets pas en cause, mais il n'y a pas besoin d'être humanitaire indépendant pour faire ça. Ça peut se faire dans le cadre de la coopération intergouvernementale ou dans le cadre de la coopération tout court. Beaucoup d'associations sont là pour aider au niveau souvent d'ailleurs local, des municipalités, des régions, mais donc avec l'accord des autorités gouvernementales, sans remettre en question la planification, le développement, et tout ça est tout à fait cohérent et nécessaire. Là où les choses changent, c'est quand il faut se mettre en tension. Et notamment parce que les gouvernements, si le problème n'était qu'un problème d'argent et de développement, tout pourrait, entre guillemets, se résoudre, avec un peu plus d'argent et un peu plus de coopération. Mais la plupart des conflits dont on parle sont quand même des situations dans lesquelles une partie du territoire, une partie de la population échappe au gouvernement. Et la question, c'est qui et comment va pouvoir, sans que ça constitue une ingérence ou un acte hostile pour le gouvernement, aller faire le choix prioritaire d'accéder à ces populations sans être accusé de faire du renseignement militaire pour déstabiliser la guérilla, etc., etc. Et donc là, il faut bien qu'il y ait des acteurs dont l'indépendance soit réelle, affirmée, revendiquée. Après, elle peut être reconnue ou pas reconnue, mais en tout cas revendiquée pour que les relations avec l'ensemble des autorités soit suffisamment clarifié pour qu'on ne soit pas considérés justement comme des espions qui passent de l'autre côté de la ligne de front pour faire du renseignement militaire et dire à quel endroit, quel chef tient quoi, etc. Donc cette nécessité justement de permettre que des secours soient accessibles aux populations qui sont sorties du système et qui sont contrôlées par des autorités qui ne sont pas légitimes, ça suppose bien un humanitaire indépendant. Et effectivement, la nécessité de clarifier cette notion d'indépendance, elle est vraiment essentielle. Parce que sinon, tout l'appareil humanitaire et donc tous les secours matériels vont être aspirés par le côté gouvernemental, ce qui peut aussi créer... D'abord, ça crée un déséquilibre pour les populations. Celles qui, entre guillemets, n'ont pas voté du bon côté sont pénalisées. Et puis, ça crée aussi... évidemment une méfiance de l'autre côté, puisqu'ils considèrent, eux, par contre, légitimement, que vous êtes les alliés, que vous donnez des moyens au gouvernement, et donc que vous soutenez leur projet, que vous soyez indépendant ou pas, de fait, vous allez soutenir un projet, soutenir une légitimité de certaines autorités sur certains territoires. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Il ne suffit pas juste d'avoir des bonnes intentions et de se dire, là où il y a des besoins, je peux aller après tout, en me coordonnant ou sans me coordonner. La notion d'indépendante, elle est vraiment distincte de la notion de coordination. Et bien sûr, la coordination doit se faire et peut se faire, mais elle suppose aussi à un moment que les ONG se déterminent par rapport ou bien à leur soutien à un processus politique qui a fait le choix d'un clan ou d'un camp qui est fort et qui a des chances de restabiliser l'intégralité du système, ou bien... parce qu'elles revendiquent leur indépendance, y compris donc vis-à-vis des autorités, et en leur disant on n'est pas en train de faire de la subversion, on est juste en train de permettre à des gens qui sont tombés dans le trou de l'histoire de s'en sortir, de survivre, eh bien que ces ONG passent de l'autre côté et estiment que c'est quand même là aussi qu'il y a un impératif prioritaire et que cet impératif humanitaire prioritaire, il suppose qu'on ne s'allie pas à la politique et aux militaires. Parce que sinon, évidemment, on sera perçu comme,
les chevaux de Troie de la reconquête du pays.